La Russie, dont nous avons dit que nous allions détruire l'économie, que nous allions simplement la frapper avec toutes ces sanctions économiques, les plus grandes sanctions énergétiques et économiques de l'histoire du monde. C'est ce que Biden a dit quand nous avons commencé ça. Mais le président Poutine, je crois que c'était ce matin, non, pardon, c'était hier, a donné cette analyse de leur situation financière actuelle. Comme le montrent les données statistiques, la dynamique économique est dans l'ensemble modeste mais positive. Je veux dire que la croissance du produit intérieur brut se situe autour de 1%. En outre, la croissance du PIB a été de 0,6% au premier semestre et de 1,1% au deuxième trimestre. Il est clair qu'un certain nombre de facteurs influent sur le rythme de l'économie, notamment la pression extérieure et les attaques terroristes contre des installations industrielles et des infrastructures. Bien sûr, ces attaques n'ont pas de conséquences critiques. Il n'y en a pas eu et il ne peut pas y en avoir. Mais elles nous causent, bien entendu, un préjudice. C'est évident. Nous le comprenons, nous le voyons et nous le savons. Je voudrais souligner une fois de plus que nous devons renforcer la souveraineté du pays et accroître l'efficacité dans les domaines de la défense et de la sécurité. Donc, il admet que oui, cela a un impact. Et surtout les frappes récentes, notamment contre les raffineries de pétrole, parce que cela a des répercussions économiques sur les activités internes en Russie. Quant à savoir si cela affecte l'armée, c'est une autre question. Lui affirme que non, que cela n'a absolument eu aucun impact. Encore une fois, toutes ces frappes de missiles ont visé Kiev pendant la nuit. On y revient dans un instant. Mais que pensez-vous de son commentaire? Parce que, dans le contexte dont nous parlons maintenant, rappelez-vous que même avant sa mort, Lindsey Graham était prêt à lancer une nouvelle série de sanctions. Il y en a eu, je crois, 21 dans l'Union européenne jusqu'ici. Et si je comprends bien, il travaille actuellement sur la 22e. Aucune n'a eu cet effet. Et pourtant, il reste au moins en territoire positif. Qu'est-ce que cela nous dit, d'une part, sur la résilience de la Russie et d'autre part, sur la faiblesse de nos leviers économiques? Vous savez, nous sommes comme ce type qui vit dans une maison de verre et qui vient juste de se faire livrer des pierres. Alors on va se lancer dans une bataille de pierres avec notre voisin, la Russie. Sauf que la Russie vit dans une maison en briques et qu'elle a une carrière sur son terrain où elle extrait des pierres. La dernière chose à faire, c'est donc de participer à un concours de lancer de pierres avec quelqu'un qui produit des pierres, parce que vous allez perdre, surtout avec votre maison de verre. La Russie est le seul pays au monde à disposer de toutes les ressources naturelles nécessaires pour produire de l'énergie, de la nourriture, des machines et des produits industriels. Vous pouvez construire un mur autour de la Russie et elle s'en sortirait très bien. Elle serait autosuffisante parce qu'elle n'a besoin de rien venant d'un autre pays. On ne peut pas en dire autant des États-Unis. Et donc, cette attaque contre la Russie, cette tentative d'attaquer la souveraineté de la Russie et de la contraindre à faire ce que les États-Unis veulent sur le plan économique, s'est retournée contre ses auteurs. Parce qu'elle a conduit la Russie à dire « Ah d'accord, nous allons développer, nous allons consolider notre relation avec la Chine. » C'est précisément ce que Henry Kissinger, il y a 52 ans, ou 54 ans maintenant, avait essayé d'empêcher, en disant « Oh non, nous ne voulons pas que la Chine et la Russie soient ensemble. Ce serait mauvais. Ce serait comme, vous savez, dans Ghostbusters, réunir Rick Moranis et Sigourney Weaver. Oh, ce serait la fin du monde. » Mais c'est exactement ce que nous avons fait. Et parce que la Chine a besoin de certaines choses venant de Russie, notamment du gaz et du pétrole. La Russie est aussi un important fournisseur de combustible
pour les réacteurs nucléaires. Alors l'Occident se laisse séduire par ces statistiques. Oh, ils ne croissent qu'à 1%. La principale raison pour laquelle leur taux de croissance économique a baissé, c'est une politique économique délibérée visant à maîtriser l'inflation. Et une fois l'inflation maîtrisée, ils commencent maintenant à rebondir. Mais si vous parlez à des gens en Russie, et moi je parle à divers Américains, John Alessian, il était diplômé de West Point, promotion 72. Stanislav Kropivnik, vous savez, il était major susceptible d'être promu dans l'armée américaine avant de la quitter. Joseph Rose, il est là-bas. Enfin, un certain nombre d'Américains qui vivent là-bas, en Russie, disent « Mais de quoi vous parlez? Oui, l'économie va bien. Ils ne souffrent pas. Il n'y a pas de pénurie. Les gens ne font pas la queue. » Mais ce décalage complet avec les États-Unis repose sur la propagande, au lieu de regarder la réalité. Et vous savez, en écoutant Poutine, là, il n'essayait pas d'enjoliver les choses, de les faire paraître meilleures. Oh oui, notre croissance est de 10%. Vous savez, il donne des faits. C'est l'une des choses rafraîchissantes en Russie aujourd'hui. Vos dirigeants ne vous racontent pas de conneries. Et vous savez, je regarde les statistiques ici. C'est intéressant. Il a dit, si je ne me trompe pas, qu'ils ont, je crois, 0,6% de croissance du PIB sur l'année et que le trimestre en cours est autour de 1,3%. Cela reflète presque exactement l'Union européenne dans son ensemble. Elle est en hausse d'environ 0,8% et de 1,2% sur le dernier trimestre. Donc juste un peu moins que la Russie. Mais elle n'est pas sanctionnée, du moins pas directement. Peut-être qu'elle subit le contre-coup de ses propres sanctions. Mais qu'est-ce que cela vous dit? Si nous utilisons tous ces paquets économiques, 21 au total, et maintenant tout ce que les États-Unis envisageraient apparemment de faire aussi, et que cela n'a pratiquement aucun impact sur les performances économiques de ce pays par rapport à ce que tous les autres pays occidentaux sont censés faire, qu'est-ce que ça vous dit sur la direction que ça prend? Non, ils cherchent à créer d'autres types de relations. Par le passé, les Russes voulaient vraiment faire partie de l'Occident. Ils voulaient vraiment avoir de bonnes relations avec les États-Unis. Il y a seulement 11 ans, Sergei Karaganov écrivait encore, enfin il faisait partie de ce camp-là. Puis il a dit, vous savez quoi? Être dans cette relation avec les Occidentaux, c'est toxique, parce qu'ils sont incohérents, ils sont fous. Ce que nous devons faire, c'est tracer notre propre voie et nous tourner vers l'Est. L'avenir de la Russie, disait-il, est à l'Est. The future of Russia, he said, is in the East. And he's been vindicated in that by virtue of... Il a été conforté dans cette approche en renforçant les relations avec la Chine et en développant la Russie en Sibérie et le long de la côte est russe qui borde le Pacifique. Donc encore une fois, quelle est la stratégie des États-Unis? Est-ce de se demander comment s'isoler davantage ou de voir ce qu'on peut faire pour bâtir des relations afin que d'autres pays aient envie d'avoir des relations avec nous? Et au lieu d'essayer, vous savez, de tendre la carotte, d'apporter du vin et des bonbons à la porte, on arrive avec des insultes et des menaces. Puis on se demande, bon sang, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Et vous savez, en plus de ne pas arriver avec du vin, du fromage, des bonbons et toutes ces choses-là, nous, on arrive en gros avec une batte de baseball. Et on dit, vous avez intérêt à faire ce qu'on vous dit sinon. Mais vous savez, quand on commence à regarder les moyens de pression dont nous disposons, on a montré ce graphique un peu plus tôt, dans le contexte de la guerre contre l'Iran. Mais en fin de compte, ce sont nos stocks mondiaux, nos stocks d'avant-guerre, qui ont été réduits. Au départ, Trump en a beaucoup imputé la responsabilité à Biden, et c'est en partie une critique légitime, parce que Biden a donné énormément de matériel à l'Iran, à Israël et à l'Ukraine.
donc une grande partie de ces stocks est sortie. Mais voilà le fond du problème. C'est ce que nous avons consommé en seulement 53 jours de guerre. Et alors, il faut se demander, combien de leviers vous reste-t-il encore? Parmi ces leviers, Zelensky a supplié Trump, la semaine dernière, de lui donner 5, peut-être 10% des stocks restants de PAC-3. Et on peut discuter de leur efficacité réelle. Le président Trump est sorti en disant « Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai besoin de davantage de missiles. » Donc, en gros, aucun ne va être livré. Et maintenant, on voit les conséquences de cette absence. Il n'y a même plus de tentative d'interception. Des missiles ont de nouveau été tirés la nuit dernière sur Kiev. Et assez bizarrement, ils affirment que, je crois, 31 missiles de croisière KH-101 ont été tirés et que les 31 ont été abattus. Mais CNN a rapporté, il y a seulement quelques jours, ceci à propos des intercepteurs de défense aérienne. Voir ce tube vide, c'est vraiment une image qui ferait peur à des Ukrainiens ordinaires. Et c'est le résultat de dizaines d'appels à tous les alliés possibles, de toutes sortes de négociations. Le président Zelensky m'a demandé d'essayer de trouver les missiles intercepteurs pour le remplir. C'est une mesure extraordinaire qu'ils prennent en nous montrant que cette batterie patriote en particulier est pratiquement hors service tant que les intercepteurs ne seront pas arrivés. C'est un signe de désespoir. L'ingénieur en chef, Dmytro, dit que cela fait 2 mois et demi que celle-ci n'a pas tiré et 6 semaines qu'il n'en a vu aucune tirée. Vous avez en réalité seulement une décision déchirante. Vous avez des équipements de séville armement et phare d'intercepter pour le moindre missile. Alors, je ne sais pas comment ils auraient soi-disant intercepté 31 missiles de croisière la nuit dernière sans aucun intercepteur de défense aérienne. Mais bon, qu'est-ce que cela nous dit sur l'équilibre global des forces et sur le sérieux avec lequel ils vont prendre nos menaces à l'avenir? Enfin, tous ceux qui en sont la cible. Bon, mettons un peu de calcul derrière ces chiffres. S'ils en ont intercepté 31, ça veut dire qu'ils ont tiré au minimum 62 missiles patriotes. D'accord? Donc, encore une fois, s'ils ont tiré 62 missiles PAC-3, pour être précis, et que normalement, quand on attaque une cible en 30, on en tire plutôt 4 que 2. Alors, 31, disons 4, ça fait 124, d'accord? Apparemment, dans l'ensemble des stocks de l'armée américaine à travers le monde, il ne resterait qu'environ 400 missiles PAC-3. Donc vous me dites qu'on en a tiré plus de 25% la nuit dernière. Oui, ça ne tient pas la route. Et puis on a vu récemment que le Pentagone avait attribué un nouveau contrat à Lockheed Martin pour produire 14 000 de ces PAC-3. Le problème, c'est que le PAC-3 nécessite 2 types particuliers d'aimants fabriqués à partir de minéraux de terres rares que seule la Chine produit. Et la Chine refuse de nous les vendre. Donc si vous ne pouvez pas obtenir ces aimants, vous pouvez construire la forme même du missile, mais vous n'aurez pas les composants qui le font réellement fonctionner. Alors peu importe combien d'argent le Pentagone donne à Lockheed Martin, à Raytheon ou à quiconque le construit, ils ne peuvent pas produire comme par magie les minéraux de terres rares. C'est là qu'on a ce décalage parce qu'une si grande partie de notre politique, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de l'Iran ou de l'économie, repose sur des mensonges. C'est un mensonge après l'autre. Et vous savez, c'est quand je suis allé pour la première fois sur un site clandestin de la CIA pour une formation aux explosifs, c'était un site classifié ici aux États-Unis. En fait, ils vendaient, c'était hilarant, vous savez, c'était un site top secret, mais ils avaient des produits dérivés. Ils vendaient des t-shirts, des boucles de ceinture et des mugs sur lesquels était écrit « N'admettez rien, niez tout,
lancer des contre-accusations. Vous savez, on était tous sous couverture, et pourtant vous achetiez des cadeaux qu'on ne pouvait acheter que dans cette boutique top secrète de la CIA. Je veux dire, vous savez, on n'invente pas ça. Mais vous savez, ça s'appelle le site 39, et c'est là où on en est aujourd'hui. On ment constamment. Au lieu de dire, bon, on a un problème, comment est-ce qu'on le règle? Non. À la place, non, c'est pas un problème. C'est formidable, c'est une force, c'est un avantage, c'est une ressource, c'est le signe d'une réussite. Et vous continuez comme ça jusqu'au moment où c'est comme si vous aviez sauté d'un avion et que le parachute ne s'était pas ouvert, mais que vous vous disiez « Oh là là, j'ai très bien plié ce parachute, tout va bien ». S'il ne s'ouvre jamais, la gravité finira par vous convaincre que vous vous étiez trompé. Tout n'allait pas bien. Et c'est là que je crains que nous allions. L'incapacité des dirigeants politiques, du président comme du Congrès, à s'attaquer à ces problèmes va conduire au désastre. Oui, et j'ai un exemple. Je sais qu'on a un peu dépassé le temps prévu. Vous avez quelques minutes de plus? Oui. D'accord, c'est parfait pour illustrer exactement ce dont vous parlez. Premier exemple précis. Donc je vais vous interroger après cet extrait. Le public visé ici, c'était les Américains. Et les Américains vont croire ce qu'ils s'apprêtent à voir. Probablement, presque certainement. Mais les Iraniens, les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens, complétez la liste. Même nos alliés, on pourrait probablement les ajouter à cette liste. Ils gardent la tête froide. Ils sont conscients de la réalité de la situation. Donc, on va voir ce que c'est. Votre sac de parachute pourrait être le vrai problème ici, parce que les Américains vont être très choqués. Mais voilà ce qu'ils voient. C'est le général Panaro, à la retraite, sur Fox News, et ils vont plaisanter avec l'animateur de Fox en se moquant essentiellement des Iraniens, comme s'ils étaient tellement pathétiques et incapables de faire quoi que ce soit. Et vous savez, ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens qui regardent ça pensent que c'est la vérité. Je ne les vois rallier personne à leur cause. Quand on attaque ses alliés et ses voisins avec lesquels on commerce, ce n'est pas très intelligent. Quand on parle de déclencher l'article 5 de l'OTAN, ce serait l'une des décisions militaires les plus insensées auxquelles je puisse penser. L'autre jour, le bureau de Masrour Barzani, le dirigeant kurde et premier ministre en Irak, a été attaqué par des drones Hadid-110, des drones furtifs iraniens. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a écrit sur X « Nous n'avons pas fait ça. C'est une opération sous fausse bannière complète. » Mais il est clair qu'il s'agissait d'une attaque iranienne. Absolument. Et encore une fois, ils sont tellement stupides. Pourquoi s'en prendre aux Kurdes? Moi, je voudrais pas me frotter aux Kurdes. Oui, enfin, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en écoutant ça, on aurait l'impression que l'Iran est pathétique et que toutes les sanctions que nous avons prises maintenant avec le président Trump vont marcher, qu'elles vont les écraser, que le détroit va être ouvert et que tout ira bien. Eh bien, le général Panaro ne connaît manifestement rien aux relations commerciales de l'Iran. L'idée selon laquelle les Arabes du Golfe auraient été, d'une manière ou d'une autre, ses principaux partenaires commerciaux. Au-delà de son incapacité à comprendre les bases de l'économie et des relations commerciales, il fait aussi preuve d'une ignorance affligeante de l'histoire. Les Kurdes ont été un problème pour l'Iran, comme ils l'ont été pour la Turquie et pour les États-Unis. Enfin, je veux dire, l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Turquie, les Kurdes sont divisés entre ces pays. Et vous savez, il n'existe pas de nation kurde. Combien d'entre eux en veulent un? Oui, mais ça dépend de la faction avec laquelle vous vous retrouvez et de qui les finance.
and the United States tried to pay a bunch of Kurds. Et les États-Unis ont essayé de payer un certain nombre de Kurdes pour attaquer l'Iran. En fait, beaucoup ont été envoyés à l'intérieur du pays, infiltrés en Iran pendant le soulèvement qui a eu lieu la première semaine de janvier de cette année, et ils ont été éliminés. Donc, ne pas comprendre que l'Iran a développé une force de missiles balistiques qu'on ne peut pas atteindre. Elle est souterraine, dans des installations conçues pour résister à une explosion nucléaire. Et ces missiles peuvent être tirés depuis le sous-sol. C'est une erreur. L'hypothèse initiale des États-Unis était qu'ils devaient utiliser des lanceurs mobiles. Et même avec des lanceurs mobiles, les Iraniens ont un avantage que les États-Unis n'ont pas. Car la seule façon de vraiment neutraliser un lanceur mobile, c'est d'avoir du renseignement en temps réel sur la cible. Et la capacité de frauder cette cible à cet instant précis. Et l'une des façons dont nous avons essayé de faire ça, c'était avec le MQ-9 Reaper. Oups. Oui, les Iraniens en ont abattu 45, ce qui représente, vous savez, un coût total d'environ 3 milliards de dollars retirés des comptes américains à cause de ça. Donc, encore une fois, nous sommes tellement conditionnés par la propagande sur l'Iran que nous ne pouvons pas prendre du recul et l'examiner objectivement, parce que nous le diabolisons en disant que c'est le principal soutien du terrorisme. Non, c'est pas le cas. Absolument pas. C'est tout simplement faux. C'est un mensonge. Mais ce mensonge est répété encore et encore et encore. Et encore une fois, nous qualifions le Hamas et le Hezbollah de grandes organisations terroristes. Ce n'est pas le cas. 95% des attentats terroristes internationaux ayant fait des victimes, ont été perpétrés par des groupes sunnites également connus sous le nom de salafistes, de wahhabites, qui ont mené des attaques. Ils voient l'Iran comme un ennemi parce qu'ils considèrent toujours l'Iran comme véritablement musulman. Alors ils l'attaquent. Et quand on regarde les 25 dernières années, une question se pose. Pourquoi l'Occident a-t-il financé des groupes comme Daesh alors que nous prétendons nous y opposer? Puis on comprend que nous avons financé ces groupes sunnites radicaux pour attaquer l'Iran. Cela faisait partie de l'opération de la CIA. Les gens pensent que c'est fou. C'est pourtant pour ça que nous le faisons. Pourquoi croyez-vous que nous nous affichons aux côtés de ce terroriste, Al-Shara, l'actuel président de la Syrie, qui a fait partie de Daesh, puis est passé à Al-Nosra, avant de former Hayat Tahrir al-Sham, une organisation qui figurait parmi les 10 principaux groupes terroristes internationaux en matière d'attaque en 2017 et 2018. Oui, et lui-même avait une prime de 50 millions de dollars sur sa tête avant de devenir son fils préféré. Oui, c'est pour ça. Je veux dire, il faut prendre du recul et se demander pourquoi le financerions-nous? Parce qu'il attaque des Iraniens. Voilà pourquoi. Donc vous savez, ça veut dire que nous sommes des soutiens du terrorisme aux États-Unis. Ça ne vous plaît peut-être pas de l'entendre, mais c'est un fait. Oui, et quel impact cela a-t-il quand on tient ce genre de propos, comme le fait le président Trump en ce moment? Oh, je vais écraser ces types-là. Je vais faire exploser Oman s'ils ne font pas ce que je veux. On ne cesse de menacer tout le monde avec des bâtons, mais on commence à manquer de bâtons. Et quel effet cela va-t-il avoir, qu'il s'agisse d'un allié comme Oman ou d'un adversaire comme l'Iran, la Russie, la Chine ou n'importe lesquels de ces autres pays? Parce que j'ai peur que ça commence à faire penser aux gens. Vous savez quoi? On peut tenir tête aux États-Unis et y arriver. Avant, on pensait que personne ne le ferait. Parce qu'évidemment, nous avons l'armée la plus puissante de la planète. Et maintenant, tout à coup, certains se disent peut-être « Ah bon ?» parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez tenir sur la durée. Qu'en pensez-vous? Oh oui,
Non, écoutez, je pense qu'il y a des planificateurs militaires en Chine et en Russie qui franchement sont choqués et surpris. Ils croient sincèrement que les États-Unis sont meilleurs qu'ils ne le sont réellement. Vous savez, la première véritable révélation spectaculaire de ces 2 dernières années, c'était l'an dernier, je crois, en mars ou en mai, quand les États-Unis ont déclaré que les Houthis avaient capitulé et que nous nous étions retirés de la mer Rouge. Après 7 semaines de fanfares, durant lesquelles Trump avait annoncé que nous allions écraser les Houthis, que nous allions les forcer à se rendre et qu'ils ne pourraient plus bloquer la mer Rouge. Après avoir perdu 7 drones MQ-9 Reaper en 7 semaines ainsi que 3 F-18, et alors que nos avions, notre groupe aéronaval, étaient incapables d'arrêter les Houthis, nous avons dû nous retirer. Et c'était en quelque sorte la première fois où les gens se sont dit « Tiens, je croyais que c'était la plus grande puissance militaire du monde. » Puis il y a eu cette attaque contre l'Iran. Ils ont essayé de décapiter le régime. Ils ont bien tué un grand nombre de hauts responsables. Mais soudain, l'Iran riposte, et il ne se contente pas de frapper à l'aveugle. Il neutralise stratégiquement 19 systèmes radars. Oui, c'est un excellent point. 2 de ces appareils coûtent $1 milliard pièce, et de fait, aveuglent les États-Unis. Les États-Unis avaient promis à tous les Arabes du Golfe, « On vous couvre, les gars. Ne vous inquiétez pas, vous êtes aux côtés de la nation la plus dure, la plus grande et la plus redoutable sur Terre. » Et maintenant, ces pays voient les États-Unis se faire botter le cul par l'Iran et devoir se retirer. En fait, j'ai appris par la suite qu'avant le début de la guerre, le 28 février, les gens du Centre combiné des opérations aériennes à Al Udeid au Qatar ont dit « Bon, on ferme le Cahock ici. » Tout le monde, on va à la base aérienne de Shaw, en Caroline du Sud, parce qu'il est trop dangereux de rester ici. Et ça, c'était avant le début de la guerre. Mais c'était une bonne décision. Une bonne décision, parce que l'endroit a bien été détruit. Donc si on veut y retourner, il faut dépenser des milliards de dollars pour reconstruire. La même chose est arrivée au quartier général de la 5e flotte, à Bahreïn. Au moins 3 camps au Koweït ont été décimés. Pareil en Arabie Saoudite, avec des dégâts à la base aérienne Prince Sultan. Et puis les Émirats arabes unis ont subi des dégâts importants. Une grande partie de tout cela n'a pas été rapportée. Alors tout à coup, ces Arabes du Golfe se tournent vers nous pour les protéger, et ils réalisent que les États-Unis ne peuvent pas nous protéger. On ne peut même pas se protéger nous-mêmes. Oui. Eh bien, ça aura des conséquences à l'avenir. Mais l'effet immédiat, c'est que cela montre à la Russie, comme à l'Iran, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de la puissance militaire des États-Unis, parce qu'elle diminue fortement. Et les puissances militaires russes et iraniennes, elles, augmentent. Sans même parler du contrôle stratégique du détroit d'Ormuz, qu'on ne peut pas leur arracher. Mais leur puissance militaire globale augmente de façon spectaculaire, comme Ted Postol l'a expliqué, avec certaines de ses capacités de missiles en progrès, moins coûteuses et plus rapides à produire. Ils peuvent nous dépasser en production. C'est aussi l'une de nos plus grandes faiblesses stratégiques, dont nous parlerons dans une autre émission. Mais je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Merci d'avoir prolongé un peu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Larry. Nous vous apprécions toujours. Mon colonel, mon ami, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et pour rappel, allez sur sonar21.com où vous pourrez retrouver davantage de Larry. Pas besoin d'attendre qu'il revienne dans l'émission. Il y a toujours d'excellents contenus là-bas, que nous consultons nous aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Et nous avons une autre émission pour vous aujourd'hui, à 13h30. Nous recevrons le célèbre Jimmy Dore cet après-midi. J'ai vraiment hâte. Ce sera sa première participation à notre émission. C'est toujours un invité dynamique et divertissant. Nous sommes impatients de l'accueillir ici.
Rendez-vous à 13h30 dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec Isney Gaiman.